Alerte de novembre 2018. Bienvenue à l'écoute du magazine audio Alerte numéro 10 de novembre 2018. Nous vous présentons l'actualité du mois en matière fiscale, juridique et sociale. Les pauses musicales sont extraites d'un moment musical de Schubert, Air russe. Passons d'abord en revue l'actualité fiscale. Gain sur titre de société. Le gain réalisé dans le cadre d'une convention de management package associant les dirigeants à une opération de LBO n'est imposable dans la catégorie des plus-values des particuliers que si le dirigeant prend un risque en capital. Pour cela, l'investissement doit être significatif et aléatoire, le dirigeant s'exposant à une perte de son investissement initial. Par contre, l'opération par laquelle un cadre dirigeant a pu accéder au capital d'une société du groupe auquel il appartient constitue un investissement non aléatoire assimilable à un complément de salaire dès lors que l'option d'achat de cette société était payable en plusieurs tranches sur une période pouvant s'étaler sur plus de 3 ans, qu'elle avait été acquise grâce à des conditions de paiement avantageuses et qu'elle pouvait être exercée au moment le plus favorable eu égard au cours du titre de la société sur une longue période de 6 années. Compte tenu de cette absence de risque, la totalité du gain doit être regardée comme un complément de salaire imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Gain de jeu d'argent. Les gains retirés de la pratique habituelle du jeu de poker sont imposables au titre des BNC. De même, les revenus tirés de l'exploitation du nom et de l'image d'un joueur de poker relèvent des BNC, car seuls les gains procurés par les jeux de pur hasard échappent à l'impôt sur le revenu. De fait, si la pratique, même habituelle, de jeux de pur hasard ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profit en raison de l'aléa qui pèse sur les perspectives de gain du joueur, il en va différemment de la pratique habituelle d'un jeu d'argent opposant un joueur à des adversaires lorsqu'elle permet à ce dernier de maîtriser de façon significative l'aléa inhérent à ce jeu par les qualités et le savoir-faire qu'il développe et lui procure des revenus significatifs imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Réévaluation libre des actifs d'une SCI détenue par des particuliers. Le Conseil d'État juge qu'une SCI, n'ayant pas opté pour l'IS et ne comprenant que des associés personnes physiques, n'est pas soumise à l'obligation de tenir une comptabilité commerciale. Elle ne peut donc pas procéder à la réévaluation libre de ses immeubles sur le fondement des dispositions du Code de commerce. Dès lors, la réévaluation réalisée par une telle SCI est dépourvue de conséquences fiscales et les résultats des exercices postérieurs à celui de la réévaluation, au cours desquels un nouvel associé est soumis à l'IS, doivent être déterminés en déduisant les amortissements calculés d'après la valeur d'origine des immeubles et non d'après leur valeur réévaluée. Notez que la situation est différente pour les sociétés commerciales dont le résultat de l'exercice au cours duquel la réévaluation est effectuée doit être déterminé à partir de l'accroissement de la valeur de l'actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice. L'opération se traduit par l'imposition du produit correspondant à cet accroissement et, en contrepartie, par la possibilité de calculer les amortissements sur la base de la valeur réévaluée. Cession d'usufruit viager entre SCI. Dans un arrêt important, la Cour de cassation juge qu'un usufruit
acquis par une société pour la durée de vie d'une personne physique présente un caractère viager. Fiscalement, la qualification viagère de l'usufruit emporte application du barème fiscal du CGI pour l'établissement des droits de mutation. Du coup, les droits dus à l'occasion de la cession entre deux SCI de l'usufruit d'un immeuble s'éteignant au décès d'une personne physique doivent être calculés sur la valeur résultante du barème fiscal de l'article 669.1 du CGI. Provision pour dépenses de personnel. La provision constituée par une société en vue de faire face à l'évolution de ses cotisations accidents du travail et maladies professionnelles, AT-MP, n'est pas déductible de ses résultats dès lors que sa cotisation d'AT-MP, y compris dans sa fraction individuelle, ne peut être regardée que comme se rapportant à l'année tarifée et non comme se rattachant aux opérations de toute nature déjà effectuées au cours d'exercices antérieurs. Provision pour contentieux liés à la garantie décennale. Pour le Conseil d'État, les charges futures induites statistiquement par les contentieux liés à la garantie décennale peuvent faire l'objet de provisions déductibles à compter de l'exercice de la réception des travaux. À noter cependant que les charges de personnel et de structure engagées pour le suivi de ces contentieux ne peuvent être regardées comme probables à la date de constitution de ces provisions. En effet, leur engagement est indépendant de la survenance de litiges liés à la garantie décennale au cours des exercices suivants. Provision pour chèques cadeaux. Lorsqu'une entreprise attribue à ses clients des chèques cadeaux, le Conseil d'État précise que la valeur de la provision constituée en vue de faire face à leur utilisation est celle de l'avantage accordé par l'entreprise en échange du chèque cadeau. Elle ne peut pas inclure le manque à gagner pour l'entreprise. Du coup, s'il s'agit d'un chèque cadeau à valoir sur des ventes ultérieures, la provision correspond au seul coût de revient de l'avantage accordé par la société pour les articles dont le prix sera en tout ou partie acquitté au cours d'un exercice ultérieur au moyen du chèque cadeau. Et s'il s'agit d'un remboursement en espèces, la provision correspond à la valeur faciale du chèque cadeau. ZRR et date d'implantation. Seules les entreprises implantées sur des territoires déjà classés en ZRR peuvent être exonérées d'impôts sur les bénéfices. Même si l'entreprise s'implante dans une commune peu de temps avant son classement en zone de revitalisation rurale, elle est exclue du bénéfice de l'exonération. En effet, la commune doit être déjà classée en zone de revitalisation rurale à la date d'implantation de l'entreprise. ZRR et transfert d'activité. Un professionnel de santé déjà implanté en zone de revitalisation rurale qui déplace son cabinet ou se regroupe avec d'autres praticiens dans une maison de santé pluriprofessionnelle sans changer de commune, ne peut pas prétendre au bénéfice du dispositif d'exonération prévu à l'article 44 quindecies du CGI. En effet, cette démarche s'analyse comme la simple poursuite de l'activité réalisée dans l'établissement en zone de revitalisation rurale. Toutefois, s'il bénéficiait déjà de ce dispositif d'exonération avant le déménagement ou le regroupement, celui-ci continue de s'appliquer pour la durée restant à courir. Détention de titres d'une société d'expertise comptable. La Cour administrative d'appel de Nantes estime que les titres d'une société d'expertise comptable
reçu en contrepartie de l'apport d'une activité d'expert comptable par un contribuable poursuivant l'exercice à titre individuel d'une activité de commissaire aux comptes et d'expert judiciaire, n'entre pas dans son patrimoine professionnel. En effet, le contribuable n'établit pas le caractère utile de la détention des titres pour l'exercice de ses activités individuelles en se bornant à faire état d'une synergie entre les activités d'expert comptable exercées au sein de la société et d'expert judiciaire. La conclusion d'une convention de prestation par laquelle la société lui fournit des locaux, du matériel et du personnel nécessaires à ses missions est également jugée insuffisante par la Cour pour démontrer l'utilité d'une telle détention. Par suite, la plus-value réalisée à l'occasion de la cession des titres ne relève pas du régime des plus-values professionnelles et ne peut donc pas bénéficier de l'exonération de l'article 151 septies du CGI. Il faut signaler que les parts de société qui ne sont pas nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle peuvent néanmoins revêtir un caractère professionnel lorsqu'elles sont inscrites sur le registre des immobilisations, à condition de justifier de l'intérêt ou de l'utilité de leur détention pour l'exercice de l'activité. Plus-values immobilières et prise en compte du coût des matériaux achetés par le cédant. Pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la cession d'un immeuble, le prix d'acquisition est, sous certaines conditions, majoré des dépenses de construction, reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise. Le Conseil d'État juge que ces dispositions font obstacle à ce que le cédant puisse majorer le prix d'acquisition des dépenses qu'il a supportées pour acquérir lui-même les matériaux nécessaires à la réalisation de ses travaux, dès lors que ces dépenses ne sont pas des dépenses exposées par une entreprise dans le cadre de ses prestations. Notez qu'est sans incidence à cet égard la circonstance que le cédant confie à une entreprise la réalisation des travaux en vue desquels il a procédé à cette acquisition de matériaux. Responsabilité pour insuffisance d'actifs et solidarité fiscale du dirigeant peuvent se cumuler. Un dirigeant peut être condamné pour faute de gestion à combler le passif résultant d'une fraude fiscale, même s'il a déjà été condamné à payer au fisc l'impôt fraudé solidairement avec la société. Illustration. Le dirigeant d'une société reconnu coupable du délit de fraude fiscale, pour avoir notamment soustrait celle-ci au paiement de la TVA, est condamné solidairement avec elle à payer au Trésor public la somme de 147 000 €. La société étant placée en liquidation judiciaire, le liquidateur demande la condamnation de l'intéressé à supporter l'insuffisance d'actifs à hauteur des 147 000 € de dette fiscale. Le dirigeant soutient alors qu'il ne peut pas être condamné à payer cette somme au titre de l'insuffisance d'actifs, alors qu'il demeure tenu de payer la même somme au fisc pour la même faute, ce qui revient à le condamner à indemniser 2 fois le même préjudice. Et l'argument est rejeté par la Cour de cassation. La solidarité fiscale prononcée contre le dirigeant social constitue une garantie de recouvrement de la créance fiscale et elle ne tend aucunement à la réparation d'un préjudice. Elle ne fait donc pas obstacle à la condamnation de ce dirigeant à supporter, à raison de sa faute de gestion, tout ou partie de l'insuffisance d'actifs de la société, comprenant la dette fiscale, objet de la solidarité. Prix de transfert. Pour pouvoir se prévaloir de la présomption de transfert indirect de bénéfices à l'étranger, l'administration doit établir l'existence d'un avantage anormal consenti par une société française à une société étrangère qui lui est liée.
Pour le Conseil d'État, et c'est important, cet avantage se caractérise soit par une libéralité constituée par un écart injustifié entre le prix facturé et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu, soit par une insuffisance des prix facturés par comparaison avec ceux pratiqués par des entreprises similaires indépendantes. Une illustration, le Conseil d'État juge que ne constitue pas en elle-même une libéralité la déduction par une société française des subventions reçues de l'État pour déterminer le prix de refacturation à la société mère étrangère du coût des travaux de recherche et de développement effectués pour son compte. Puisqu'il ne s'agit pas d'une libéralité, l'administration fiscale est donc tenue de prouver par comparaison l'insuffisance du prix refacturé. Taxes foncières et valeurs locatives en cas de crédit-bail immobilier. En matière de taxes foncières et concernant les modalités de calcul de la valeur locative des biens immobiliers industriels acquis par levée de l'option d'achat prévue à un contrat de crédit-bail, le Conseil d'État estime que l'application de la valeur locative minimale n'est pas systématique. Pour la Haute Assemblée, la valeur locative minimale ne s'applique aux biens industriels acquis par levée de l'option d'achat prévue à un contrat de crédit-bail que si la valeur locative comptable est inférieure. Du coup, il convient de retenir une valeur locative comptable spécifique si elle s'avère supérieure à la valeur locative minimale. Taxes foncières et dégrèvement pour inexploitation. En cas d'inexploitation prolongée d'un immeuble à usage commercial ou industriel, le propriétaire peut obtenir un dégrèvement de la taxe foncière, à condition notamment qu'il utilise lui-même l'immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le Conseil d'État vient de juger que le propriétaire qui a donné son bien en location-gérance peut être regardé comme ayant utilisé lui-même l'immeuble au sens de ses dispositions. Il peut ainsi bénéficier du dégrèvement si l'inexploitation est indépendante de sa volonté. Liquidation de société et droit de partage. En cas de liquidation d'une société, les sommes subsistant après réalisation des éléments d'actifs, fonds de commerce, immeubles, etc., et paiement du passif sont attribuées aux associés. Cette répartition donne lieu au paiement du droit de partage et la question s'est posée de savoir sur quelle base ce droit devait être calculé. Sur le montant total des sommes réparties ou seulement sur ce qui reste après reprise des apports. La Cour de cassation vient de répondre à cette question. Le capital social remboursé aux associés n'est pas soumis au droit de partage. En revanche, les sommes correspondant aux primes d'émission et de fusion et à la réserve de décapitalisation, qui n'ont pas été incorporées au capital social, ne peuvent pas être déduites pour le calcul de l'assiette du droit de partage. À noter que par cette décision de principe, la haute juridiction remet en cause la doctrine administrative qui exige le droit de partage tant sur le boni de liquidation que sur le capital social. Mais elle s'en tient strictement aux termes du Code civil. Le droit de partage reste ainsi exigible sur les sommes constitutives de capitaux propres non incorporés au capital social, alors même qu'elles peuvent être assimilées à des apports. Loi relative à la lutte contre la fraude. Cette loi récente comprend deux grands axes. Le renforcement des moyens de contrôle et sanctions tant pour les opérations internes que celles réalisées avec l'étranger, et la meilleure coordination des procédures fiscales et pénales.
Concernant le renforcement des moyens de contrôle de l'administration et des sanctions, la flagrance fiscale est étendue au contrôle du respect des plafonds de paiement en espèces. La liste des éléments de train de vie permettant à l'administration d'établir la taxation forfaitaire est complétée des œuvres d'art et objets de collection avec le barème suivant. La valeur d'acquisition du bien, si celle-ci est connue, ou, à défaut, la valeur vénale du bien à la date d'acquisition, si cette date est connue, ou, à défaut, la valeur vénale du bien au 31 décembre de l'année d'imposition. Le contrôle inopiné des comptabilités informatisées est renforcé. Avant tout contrôle au fond, l'administration est autorisée à effectuer un contrôle inopiné d'une comptabilité informatisée en prenant 2 copies des fichiers mises sous scellé, dont elle donne un exemplaire au contribuable. Les opérateurs de plateformes de transactions en ligne sont tenus à plus de transparence, tant vis-à-vis des utilisateurs que de l'administration, et leurs sanctions sont renforcées. Par ailleurs, certaines de ces plateformes pourront, dès 2020, être solidairement tenues de payer la TVA due par les opérateurs qui effectuent, par leur intermédiaire, des livraisons de biens ou des prestations de services taxables en France au profit de personnes non assujetties ou des importations taxables en France. L'administration peut, en cas de manquement grave et sur avis conforme et motivé de la Commission des infractions fiscales, décider de publier sur son site Internet, pendant 1 an maximum, l'identité des contrevenants, non seulement des personnes morales, mais aussi personnes physiques, et les sanctions appliquées. Les personnes qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, de conseil notamment, aident leurs clients à se soustraire à leurs obligations fiscales en leur proposant des montages frauduleux ou abusifs, seront passibles d'une amende fiscale égale à 50% des revenus perçus en contrepartie de la prestation fournie, avec un montant minimum de 10 000 euros. Le dispositif d'indemnisation des lanceurs d'alerte en matière de fraude fiscale internationale, créé à titre expérimental pour une durée de 2 ans par la loi de finances pour 2017, est pérennisé. Création d'une police fiscale au sein du ministère chargé du budget, en complémentarité des moyens du ministère de l'Intérieur, pour accroître les capacités d'enquête judiciaire en cas de fraude fiscale. Renforcement des pouvoirs de la douane en matière de lutte contre les logiciels frauduleux, logiciels dits permissifs, conçus pour permettre et dissimuler la fraude. L'obligation de déclaration des comptes à l'étranger, jusqu'à présent réservée aux comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger au cours de l'année, est étendue aux comptes détenus à l'étranger, même s'ils sont inactifs. La liste des États et territoires non coopératifs dans lesquels s'appliquent des mesures fiscales restrictives intègre les entités figurant sur la liste noire de l'Union européenne, et parallèlement, des clauses de sauvegarde sont introduites dans plusieurs de ces dispositifs. L'écart entre l'impôt acquitté à l'étranger et l'impôt acquitté en France, utilisé comme critère de qualification d'un régime fiscal privilégié, est ramené de 50% à 40%. Tenue désormais de dénoncer les fraudes les plus graves au parquet, l'administration fiscale perd son monopole concernant l'engagement de poursuites pénales. C'est la fin de ce qu'on appelle le verrou de Bercy. L'action publique pourra ainsi être enclenchée sans qu'une plainte préalable de l'administration soit nécessaire. Par ailleurs, la procédure de poursuite est simplifiée en cas d'infraction connexe et le secret professionnel des agents des finances publiques est levé à l'égard du procureur de la République. L'amende pour fraude fiscale
pourra être porté au double des sommes éludées ou au quintuple à l'encontre des personnes morales. L'administration devra transmettre au procureur de la République les dossiers qui ont donné lieu à un rehaussement de plus de 100 000 euros assorti de majoration de 40%, 80% ou 100%. Sauf décision contraire du juge pénal, les jugements de condamnation pour fraude fiscale seront obligatoirement rendus publics. Enfin, la procédure dite du plaidé coupable et la convention judiciaire d'intérêt public peuvent être mises en œuvre en cas de fraude fiscale. Parallèlement, la transaction sur les pénalités fiscales est autorisée même en cas de poursuite pénale. Actualité juridique du mois. Manquement du dirigeant à son devoir de loyauté. Le dirigeant d'une société qui achète les titres d'un associé doit l'informer de l'existence de négociations en cours en vue de la revente de ces titres à un tiers, même si elles n'ont pas encore abouti. Délégation de pouvoir, 2 arrêts récents qui doivent retenir votre attention. D'une part, un dirigeant social ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité pénale en déléguant ses pouvoirs de gestion à une personne ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer. Idem à plus forte raison pour les délégations de pouvoir à des personnes faisant l'objet d'une mesure de faillite personnelle, sanction plus sévère que l'interdiction de gérer. D'autre part, un gérant d'SARL dont la responsabilité fiscale est recherchée pour non-reversement de la TVA due par la société ne peut pas s'en exonérer en invoquant une convention de prestation de services intragroupe ne comportant pas expressément de délégation de pouvoir. De plus, pour qu'une telle délégation soit efficace, il faut que le dirigeant s'abstienne d'intervenir dans les affaires fiscales de la société. Par exemple, il ne doit pas signer lui-même les déclarations d'impôts établies au nom de celle-ci. À noter qu'une délégation de pouvoir consentie à un expert comptable peut exonérer un dirigeant de sa responsabilité fiscale si et seulement si l'expert a participé en fait à la direction de la société, notamment en déposant ses déclarations fiscales et en payant ses impôts et taxes sans instruction du dirigeant. Disproportion du cautionnement. Un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de la conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La charge de prouver la disproportion manifeste du cautionnement à la date de sa conclusion pèse sur la caution. Lorsque la disproportion est établie, c'est à l'inverse au créancier de démontrer que le patrimoine de la caution lui permet néanmoins de faire face à son obligation au moment où elle est appelée à exécuter son engagement. Un exemple. Dans un cas jugé récemment, le caractère disproportionné de l'engagement de caution à la date de sa conclusion n'était pas contesté. Mais à la date de l'assignation de la caution en exécution de son engagement, presque 8 ans plus tard, celle-ci était devenue propriétaire d'un immeuble d'une valeur lui permettant de faire face à son engagement. Peu importait alors que la caution se trouve ruinée après avoir exécuté son engagement. Pluralité de caution. En cas de pluralité de caution, celle qui a réglé le créancier n'a pas de recours contre celle dont l'engagement était disproportionné. Elle ne peut pas non plus opposer au créancier
la perte de ce recours pour se libérer. EIRL et procédure de traitement du surendettement. Malgré son activité professionnelle, un entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut faire l'objet d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement sur le patrimoine qu'il n'a pas affecté à cette activité. Déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours. Peut faire l'objet d'une interdiction de gérer le dirigeant d'une société en redressement ou en liquidation judiciaire qui a sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans les 45 jours de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. 2 illustrations. Un gérant qui n'a pas déclaré à temps la cessation des paiements a été sanctionné d'une interdiction de gérer car il avait conscience de cet état de cessation des paiements puisqu'il avait vendu ses biens propres ainsi que des participations de la société dans l'espoir que l'activité reprendrait. Par contre, pas de sanction contre un gérant âgé de 18 ans à la date de cessation des paiements, car il n'était pas suffisamment établi que c'était en connaissance de cause que ce gérant s'était délibérément abstenu de déclarer la cessation des paiements. Oui, et la première décision peut sembler vraiment sévère à l'égard du dirigeant. Alors que celui-ci a vendu ses propres biens pour réduire le passif de la société et maintenir ses activités, il est finalement condamné à 3 ans d'interdiction de gérer. Il est vrai que tarder à déposer le bilan conduit bien souvent à la liquidation de l'entreprise, ce qui incite les tribunaux à faire preuve de peu d'indulgence envers les dirigeants. Vente d'un logiciel de paie et conformité à la législation. Une entreprise acquiert un logiciel de paie. Le contrat inclut une prestation d'assistance consistant à résoudre les difficultés de l'entreprise dans l'utilisation du logiciel. À la suite d'un contrôle, il apparaît qu'une réduction fiscale a mal été calculée par le logiciel et l'URSSAF réclame plus de 80 000 € à l'entreprise au titre des régularisations effectuées. L'entreprise poursuit alors le prestataire informatique en justice pour manquement à son devoir de conseil. Sa demande est rejetée. En effet, le prestataire a satisfait à son obligation contractuelle de livrer un logiciel adapté à son client profane. Car en l'absence de stipulation contractuelle en ce sens, le vendeur du logiciel n'avait pas l'obligation d'assurer en cours d'exécution du contrat le paramétrage du logiciel pour qu'il soit conforme aux évolutions législatives. Dénigrement d'une société, diffamation ou concurrence déloyale. Des propos critiques sur une société publiés dans un article de presse relèvent de la diffamation et non de la concurrence déloyale par dénigrement, dès lors qu'il vise la personne morale elle-même et non ses services ou ses produits. Rappelons que la diffamation dans la presse, qui est une infraction pénale, est constituée par toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne physique ou morale. Il n'y a pas diffamation lorsque les appréciations, même excessives, touchent uniquement des produits ou des services d'une entreprise. Dans ce cas, c'est une action fondée sur la responsabilité extra-contractuelle de droit commun qui doit être engagée. Faute d'un bailleur commercial. Le locataire ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite peut céder son bail à un commerçant qui envisage d'exercer une activité différente de la sienne, à condition que celle-ci soit compatible avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble. Pour s'opposer à la cession du bail du locataire qui fait valoir ses droits à la retraite,
le bailleur ne peut utilement invoquer qu'un seul motif, celui de l'incompatibilité de l'activité envisagée avec la destination, les caractères ou la situation de l'immeuble. Le bailleur qui entend s'opposer à la cession du bail dispose d'un délai de 2 mois à compter de la notification par le locataire de son intention de céder le bail pour saisir le tribunal de grande instance de sa contestation, faute de quoi son accord est réputé acquis. Dans ce contexte, engage sa responsabilité à l'égard du locataire commercial prenant sa retraite, le bailleur qui provoque le désistement de l'acquéreur potentiel en s'opposant à un changement d'activité sans raison valable. Ce bailleur a été condamné à verser au locataire 100 000 € de dommages-intérêts, soit la moitié du prix de cession envisagé, afin de réparer sa perte de chance de percevoir ce prix. Voici l'actualité sociale du mois. Égalité salariale, verser un 13e mois au seul cadre est licite. La Chambre sociale de la Cour de cassation admet que l'employeur puisse unilatéralement décider de verser une prime de 13e mois au seul cadre de l'entreprise, sans pour autant violer le principe d'égalité de traitement entre les salariés. Selon la Chambre sociale, une prime de 13e mois n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière. Elle fait donc partie de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail à l'égard duquel les cadres et les non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique, notamment au regard des responsabilités ou des fonctions managériales. Impossible donc pour un non-cadre de revendiquer au nom du principe d'égalité de traitement la même rémunération que celle d'un cadre, peu importe que celle-ci soit composée d'un salaire de base et d'une prime de 13e mois. Il en va évidemment autrement si la prime avait eu un objet spécifique étranger au travail accompli ou avait été destinée à compenser une sujétion particulière. Par exemple, le versement d'une prime de vacances ou d'ancienneté devrait ainsi respecter le principe d'égalité de rémunération. Congé pour fractionnement. La fermeture de l'entreprise pendant une semaine en fin d'année ne prouve pas que tous les salariés ont été empêchés de prendre leur congé principal pendant la période estivale. Elle n'ouvre donc pas automatiquement droit à des congés supplémentaires pour fractionnement. Paiement des heures de délégation. L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. Celui-ci ne peut donc pas être privé, du fait de l'exercice de son mandat, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. En revanche, il ne saurait prétendre au paiement d'une indemnité ayant le caractère de remboursement de frais dès lors que ces frais ne sont plus exposés dans l'exercice de sa mission représentative. Par exemple, une indemnité de déplacement compensant le coût supporté par un salarié contraint de prendre ses repas et de coucher à l'extérieur ne sera pas due pour une journée d'exercice du mandat dans l'enceinte de l'entreprise. Élections professionnelles. À la différence des élections politiques, un salarié ne peut pas demander à un collègue de voter à sa place lors des élections professionnelles, même si celles-ci ont lieu par vote électronique. La violation d'un tel principe entraîne en soi l'annulation des élections, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le point de savoir si cette violation a été ou non de nature à exercer une influence sur les résultats du scrutin. Recours à la biométrie pour contrôler les horaires des salariés.
sauf circonstances exceptionnelles qu'il appartient à l'entreprise d'établir, est excessive au regard de sa finalité l'utilisation d'un dispositif de pointage biométrique de reconnaissance des empreintes digitales pour contrôler les horaires des salariés. La CNIL a prononcé une sanction pécuniaire d'un montant global de 10 000 € à l'encontre d'une entreprise pour ces manquements, ainsi que d'autres relatifs à l'information des salariés et à la sécurité des données, qui ont perduré au-delà du délai imparti dans la mise en demeure de cesser, sous 3 mois, d'utiliser ce dispositif de reconnaissance. Bonus de travail et congé maternité. Un bonus de coopération expressément subordonné à la participation active et effective des salariés à des fonctions spécifiques n'est pas dû à une salariée pendant son congé maternité, faute pour elle d'avoir exercé ses fonctions. Salarié en astreinte. Un salarié est en astreinte s'il a l'obligation de rester en permanence disponible à l'aide de son téléphone portable pour répondre à d'éventuels besoins et se tenir prêt à intervenir si nécessaire. Contrôle URSSAF irrégulier. Dans le cadre d'un contrôle URSSAF, les inspecteurs du recouvrement peuvent interroger les personnes rémunérées afin notamment de connaître leur nom et adresse, ainsi que la nature des activités exercées. Attention, car les inspecteurs du recouvrement ne peuvent pas auditionner les personnes étrangères à l'entreprise et non rémunérées par celle-ci, par exemple le salarié d'un prestataire de service de l'entreprise contrôlée, et ce, même s'ils suspectent qu'il exerce en réalité son activité dans un état de subordination à l'égard de l'entreprise contrôlée. Une telle audition pour vérifier s'il y a prêt de main-d'œuvre illicite entraîne l'irrégularité du contrôle et la nullité du redressement concerné. Conversation privée dans un groupe Facebook, une décision importante. Si des propos injurieux et offensants d'un salarié sur son entreprise ont été diffusés sur un espace privé, ils ne peuvent pas être invoqués par l'employeur à l'appui d'un licenciement disciplinaire, car ils sont couverts par le secret des correspondances. Par contre, s'ils sont publics, ils peuvent justifier une sanction dans la mesure où ils excèdent les limites de la liberté d'expression du salarié. Une illustration. Un salarié a été licencié pour avoir adhéré à un groupe Facebook intitulé « Extermination des directrices chieuses » et cette adhésion a été constatée par huissier. L'employeur a considéré que les propos injurieux et offensants du salarié à son encontre étaient constitutifs d'une faute grave et a prononcé son licenciement immédiat. La Cour d'appel de Paris, saisie du litige, a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Pour les juges, la seule existence de propos injurieux sur le réseau social ne suffit pas en soi à justifier le licenciement d'un salarié. Il incombe en effet à l'employeur de démontrer le caractère public des échanges, preuve non rapportée en l'espèce. 2 critères essentiels sont ainsi mis en avant par les juges pour qualifier les propos du salarié. D'une part, ils ont été tenus au sein d'un groupe fermé, accessible uniquement à des personnes agréées par l'administrateur du groupe. Et d'autre part, ils ont été diffusés auprès d'un nombre limité de personnes, 14 en l'espèce. Dans une décision très attendue, la Cour de cassation a approuvé sans réserve le raisonnement de la Cour d'appel, qui a, selon elle, exactement qualifié les faits qu'elle a constatés. La conversation étant de nature privée, elle était couverte par le secret des correspondances. Les propos reprochés aux salariés ne constituaient donc ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dénonciation d'un harcèlement.
Un salarié commet une faute lourde justifiant son licenciement immédiat et sans indemnité si sa dénonciation de mauvaise foi d'un harcèlement moral dont il aurait été victime se double d'une intention de nuire à l'employeur. Indemnité de licenciement, un arrêt à retenir. Si l'indemnité de licenciement due à un salarié doit être calculée proportionnellement à ses périodes d'emploi à temps plein et à temps partiel, le plafond conventionnel applicable au montant de l'indemnité n'a pas à être proratisé, sauf disposition conventionnelle contraire. Au terme de ce magazine, nous vous remercions de votre attention et vous donnons rendez-vous en décembre prochain. À bientôt!